Ma famille croyait que ma réussite signifiait qu'ils avaient droit à ma propriété. Lors d'un toast pendant une fête, ils ont essayé de me forcer à donner ma maison. Ma réponse préparée leur a enseigné une dure leçon sur les limites qu'ils n'oublieront jamais. Je suis Claire, 31 ans, de sexe féminin. Je suis architecte et je vis avec mon merveilleux fiancé, Lucas, dans un petit appartement que nous appelons affectueusement notre foyer depuis les 4 dernières années. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai consacré chaque once de mon énergie à 2 choses, ma carrière et le rêve de concevoir et de construire ma propre maison à partir de zéro. Cette maison n'était pas seulement un projet, c'était l'aboutissement de tout ce pour quoi j'avais travaillé, un symbole de l'avenir que Lucas et moi construisions ensemble. Mais je n'aurais jamais imaginé que la famille même qui était censée m'encourager verrait mon rêve non pas comme un foyer, mais comme une aumône. Avant que cette histoire ne se déroule, j'adorerais échanger avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. Il est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. L'odeur de la sueur et de la peinture fraîche a été mon parfum préféré au cours des 18 derniers mois. Pendant une décennie, j'avais esquissé la maison de mes rêves sur des serviettes en papier, dans les marges de cahiers, et dans des modèles numériques complexes. C'était une maison à 2 étages, modeste mais magnifique, avec un large porche, un espace de vie à air ouverte, et un studio pour moi qui baignait dans la lumière du matin. Chaque poutre, chaque fenêtre et chaque lame de plancher était une décision que Lucas et moi avions prise ensemble. Il gérait les feuilles de calcul et le budget avec la précision de l'analyste financier qu'il était, tandis que je faisais une obsession sur les murs porteurs et la nuance parfaite de gris ardoise pour le toit. Nous n'avons pas contracté de prêt massif, nous avons économisé. Nous avons sacrifié des vacances, conduit une voiture vieille de 10 ans, et mangé plus de repas cuisinés à la maison que je ne peux en compter. Cette maison a été construite non seulement avec du bois et des clous, mais avec notre discipline et notre engagement commun. Ma famille, cependant, considérait ma réussite sous un angle différent. Ma mère, Sylvie, une enseignante à la retraite, a toujours cru en une approche communautaire des ressources familiales, ce qui, dans la pratique, signifiait que mes ressources étaient pour la communauté. Ma petite sœur, Inès, avait flotté à travers la vie sur un nuage de charme et de vagues aspirations. Pendant que je passais des nuits blanches à l'école d'architecture, elle se cherchait. Pendant que je gravissais les échelons, de stagiaire à chef de projet, elle lançait une série de carrières éphémères, s'installant actuellement comme gestionnaire indépendante de réseaux sociaux, ce qui semblait impliquer plus de photos de brunch que de véritable gestion. Les commentaires ont commencé subtilement. Quand j'ai montré les plans à ma mère pour la première fois, sa première réaction n'a pas été des éloges. C'était un fredonnement pensif suivi de « c'est beaucoup d'espace pour seulement 2 personnes, n'est-ce pas ?» J'en avais ri, expliquant nos plans pour une future famille, pour des chambres d'amis, pour notre vie. Mais la graine était plantée. Quelques semaines plus tard, Inès m'a appelé, la voix dégoulinante d'une douceur fabriquée. « Claire, je pensais juste. » A elle commencé, une phrase qui précédait toujours une requête. Cette petite pièce à côté de la chambre principale, ce serait la chambre de bébé la plus parfaite. La lumière y est tout simplement magnifique. C'est mon bureau, Inès, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Tu sais, là où je prévois de travailler depuis la maison. Oh, c'est vrai. Bien sûr. Je suis bête, a-t-elle ricané. C'est juste tellement facile d'imaginer un petit là-dedans. À l'époque, Inès n'était même pas dans une relation sérieuse, donc le commentaire était bizarre, mais cela faisait partie d'un schéma. Chaque conversation concernant la maison était lentement recadrée. Ce n'était plus la maison de Claire et Lucas. Dans les conversations de ma mère avec les proches, c'était devenu la nouvelle maison familiale. Elle parlait d'y organiser les fêtes de fin d'année comme si elle en était la propriétaire, planifiant où irait le sapin de Noël et quelle chambre serait pour quel cousin. Lucas l'avait remarqué, lui aussi. Il me serrait la main sous la table lors des dîners de famille quand ma mère mentionnait avec désinvolture à quel point la grande cour arrière serait parfaite pour que les futurs enfants d'Inès y courent. Il voyait la frustration dans mes yeux, le ressentiment lent et bouillonnant que j'essayais désespérément de contenir pour l'amour de la paix. Mon erreur a été de croire que leur comportement découlait d'un amour mal avisé et d'enthousiasme. Je pensais qu'elles se laissaient simplement emporter. Je n'avais pas réalisé que c'était une campagne calculée. La pression s'est intensifiée à mesure que la maison approchait de son achèvement. Inès a soudainement commencé à avoir des problèmes financiers.
Son travail indépendant était en perte de vitesse, et elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que son petit appartement était tellement stressant et qu'elle ne savait pas comment elle pourrait un jour se payer un endroit à elle. Ma mère intervenait alors avec la solution. « Claire, tu as tellement de place, disait-elle au téléphone. Peut-être qu'Inès pourrait rester avec vous pendant juste quelques mois quand la maison sera terminée, juste pour se remettre sur pied. » À chaque fois, je refusais poliment mais fermement. Maman, Lucas et moi venons tout juste de nous installer. C'est notre première maison. Nous voulons en profiter seuls pendant un certain temps. Cette réponse était toujours accueillie par un soupir de déception, un lourd et culpabilisant, je pensais juste que tu voudrais aider ta sœur. La famille est censée aider la famille. La maison a été terminée au début du printemps, une semaine avant notre fête de fiançailles. Lucas et moi avions décidé d'organiser la fête dans la nouvelle maison. Cela semblait symbolique, une célébration de notre avenir ensemble dans l'espace même que nous avions construit pour cela. Nous voulions que nos amis les plus proches et notre famille voient les fruits de notre travail, qu'ils partagent notre joie. Mon ami et collègue Marion, qui m'avait aidé pour certains choix de décoration intérieure, était extatique. « Tu l'as fait, Claire ?» avait-elle dit en visitant l'espace terminé. « Tu as construit ton rêve. Ne laisse personne te faire culpabiliser pour cela. » Ces mots résonnaient dans mon esprit pendant que j'envoyais les invitations. J'ai invité ma mère et Inès pour une visite privée avant la fête. J'espérais que la voir, vraiment voir à quel point j'avais mis de moi-même dans cette maison, leur ferait comprendre. J'avais tort. En la parcourant, Inès ne voyait pas un foyer. Elle voyait un inventaire. Ouah, cette cuisine est immense. Je pourrais faire tellement de vidéos de cuisine ici, a-t-elle songé, en passant ses mains sur les plans de travail en quartz pour lesquels j'avais économisé pendant un an afin de me les offrir. Ma mère, pendant ce temps, mesurait la chambre d'amis du rez-de-chaussée avec ses yeux. Tu sais, si tu enlevais ce bureau, tu pourrais facilement faire entrer un berceau et une table à langer ici, a-t-elle annoncé. Ce n'était plus une suggestion. C'était une affirmation. Ce soir-là, après leur départ, j'ai ressenti un nœud d'angoisse dans l'estomac. Lucas m'a trouvé dans mon nouveau studio, regardant par la grande fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Il a passé ses bras autour de moi par derrière et a posé son menton sur mon épaule. « Elles empirent, n'est-ce pas ?» a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, me penchant en arrière dans son étreinte. C'est comme si elle l'avait déjà fait emménager. Elle planifie sa vie dans notre maison, Lucas. Et j'ai l'impression de devenir folle. Tu n'es pas folle, a-t-il dit fermement. Tu as fixé une limite et elle refuse de la respecter. Nous devons juste présenter un front uni à la fête de samedi. Nous serons polis, mais nous serons fermes. Je voulais le croire. Je voulais croire qu'un simple non ferme suffirait. Mais en repensant au doux sourire vide sur le visage de ma sœur et à la certitude inébranlable dans les yeux de ma mère, je savais que ce ne serait pas le cas. Elle ne demandait plus. Elle considérait cela comme un dû. Elle croyait qu'elles avaient droit à mon rêve, et notre fête de fiançailles allait être leur scène pour rendre ce droit public. L'angoisse ne disparaissait pas. Cela ressemblait à une fissure dans les fondations de la belle vie que j'essayais de construire, une fissure qu'elles étaient déterminées à ouvrir en grand. Je ne savais pas alors à quel point cette fissure était déjà profonde, ni la pourriture qui suppurait sous la surface depuis des mois. La fête était censée être la célébration d'un nouveau départ, mais j'avais le pressentiment glaçant qu'elle allait être une fin. Le jour de la fête de fiançailles était lumineux et frais, une parfaite après-midi d'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de notre nouveau salon, se reflétant sur les flûtes à champagne et illuminant les visages pleins d'espoir de nos amis. La maison était remplie de rires, de musique et du chaleureux bourdonnement de la célébration. Pendant les premières heures, je me suis permis de me détendre. Lucas était un roc à mes côtés, sa main soit sur mon dos soit tenant la mienne, une source silencieuse de force. Nos amis complimentaient chaque détail de la maison, de la corniche en bois de récupération aux étagères sur mesure que j'avais conçue. Ils voyaient notre foyer pour ce qu'il était, un reflet de nous-mêmes. Ma mère et ma sœur, cependant, se déplaçaient dans les pièces avec un air de propriété. J'ai regardé Inès montrer la salle de bain des invités à un cousin en disant « Je pense peindre ça dans un beau verre d'eau ». Ma mère tenait court dans la cuisine, racontant à nos proches comment elle m'avait conseillé sur l'agencement pour une efficacité familiale maximale. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur Lucas et la joie de l'occasion.
Mais chaque commentaire prétentieux était comme une petite écharpe sous ma peau. Vers 17 heures, alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, ma mère a fait teinter une cuillère contre son verre. Le joyeux bavardage s'est calmé, et tous les yeux se sont tournés vers elle. Elle se tenait au centre de la pièce, rayonnante, une fière matriarche présidant sur son domaine. « Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît » a-t-elle commencé, sa voix résonnant avec une autorité travaillée. « Je veux juste dire quelques mots sur mes merveilleuses filles et cette belle nouvelle maison. » J'ai senti la main de Lucas se resserrer autour de la mienne. Ça y était. « Je suis tellement fière de Claire » a-t-elle poursuivi, me souriant directement. Elle a travaillé si dur pour construire cette incroyable maison. C'est un témoignage de son talent et de son dévouement. Une maison aussi grande, aussi charmante. Elle est vraiment destinée à être remplie par la famille, par l'amour, par le rire des enfants. Elle a fait une pause pour faire de l'effet, laissant les mots flotter dans l'air. Mes proches ont hoché la tête en accord, leur visage adouci par le sentiment. Et en parlant de famille, a dit ma mère, son sourire s'élargissant alors qu'elle se tournait vers ma sœur, qui se tenait à ses côtés, l'air modeste et pleine d'espoir. Beaucoup d'entre vous savent que notre chère Inès espère fonder sa propre famille bientôt. Elle a trouvé un partenaire merveilleux, et ils sont tellement excités de commencer leur voyage vers la parentalité. C'était une nouvelle pour moi. Inès sortait avec quelqu'un depuis quelques mois, mais c'était la première fois que j'entendais dire que c'était sérieux, et encore moins qu'il prévoyait un bébé. Un murmure d'excitation a traversé la foule de parents. Inès a rougi et a regardé le sol, l'image parfaite de la timide aspiration maternelle. Mais comme vous le savez, a continué ma mère, son ton passant à une légère inquiétude, commencer dans la vie est difficile. Trouver un endroit stable et sûr pour élever un enfant est le plus grand obstacle, c'est pourquoi c'est une telle bénédiction que Claire ait construit cette maison incroyable avec tant d'espace supplémentaire. Elle a levé son verre plus haut, ses yeux balayant la pièce avant de se poser à nouveau sur moi. Son expression n'était plus chaleureuse. Elle était dans l'attente, à la limite de l'exigence. Alors, j'aimerais proposer un toast, non seulement à Claire et Lucas et à leurs fiançailles, mais à la famille qui est de la famille. Je veux annoncer que nous avons tous décidé qu'il est préférable qu'Inès et sa future famille emménagent ici avec Claire et Lucas. Les mots ont explosé dans la pièce silencieuse. Tu devrais laisser ta sœur emménager dans ta nouvelle maison puisqu'elle va bientôt fonder une famille. C'est la bonne chose à faire pour la famille. Pendant un battement de cœur, il y a eu un silence stupéfait. Puis mes proches, tantes, oncles, cousins qui avaient été conditionnés pendant des années par le discours de ma mère sur la famille communautaire, ont éclaté en applaudissements. Ils souriaient, hochaient la tête, levaient leurs verres. Ils ne voyaient pas cela comme une exigence scandaleuse, mais comme un geste magnifique et désintéressé de ma part. J'ai regardé Lucas. Son visage était un masque d'incrédulité, sa mâchoire serrée par la colère. Mon ami Marion avait l'air d'avoir été giflé, la bouche grande ouverte. Et puis j'ai regardé ma sœur. Inès ne regardait plus le sol. Elle me regardait droit dans les yeux, un sourire doux et triomphant jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire plein d'espoir. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de gagner. À ce moment-là, tout s'est cristallisé. Ce n'était pas une annonce spontanée et mal avisée de la part de ma mère. C'était une embuscade planifiée. Elles avaient orchestré toute cette scène, utilisant le cadre public de ma fête de fiançailles pour me coincer, pour faire pression avec l'opinion familiale afin de me forcer la main. Elles s'attendaient à ce que je sois embarrassé, troublé, et que je finisse par céder sous le poids des applaudissements de tous. Elles pensaient m'avoir acculé dans un coin où dire non me ferait passer pour un monstre égoïste et ingrat. Une clarté froide et calme m'a envahi, éteignant la flambée chaude de la colère. L'angoisse que je ressentais depuis des semaines avait disparu, remplacée par une détermination d'acier. Elles m'avaient sous-estimé. Elles avaient pris mon désir de paix pour de la faiblesse. Elles pensaient jouer aux dames, mais je m'étais préparé pour une partie d'échecs. Pendant que mes proches applaudissaient encore et que ma mère me regardait avec une expression suffisante et non négociable, j'ai lâché la main de Lucas. Je lui ai lancé un petit regard rassurant qui disait « Je gère ». J'ai souri sereinement à ma mère. « Merci, maman », ai-je dit, ma voix claire et stable, coupant à travers les applaudissements. « C'est une offre incroyablement généreuse que tu as faite en mon nom. » Les applaudissements ont faibli. La pièce est redevenue silencieuse, sentant le changement de ton. « Tu as raison,
ai-je continué, mon sourire ne vacillant jamais. Cette maison a été construite pour la famille. Et tu as aussi raison de dire qu'il est important pour la famille d'avoir un endroit stable et sûr où vivre, surtout quand on commence dans la vie. L'expression suffisante de ma mère s'est intensifiée. Elle pensait que j'étais d'accord. Le sourire d'Inès s'est élargi. C'est amusant que tu soulèves cela ce soir, en fait, ai-je dit, me tournant légèrement pour ramasser mon sac à main sur une chaise voisine, car j'ai moi-même une petite annonce à faire. J'ai plongé la main dans mon sac, et mes doigts se sont refermés sur les bords nets d'un document plié. Je l'ai sorti lentement. C'était une simple feuille de papier, un document légal. Il semble que toi et Inès ayez fait beaucoup de projets pour ma maison, mais vous avez oublié de m'inclure dans la conversation. Heureusement, j'ai eu quelques conversations de mon côté. J'ai déplié le papier. La pièce était d'un silence absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Mes proches avaient l'air confus. Le sourire de ma mère avait disparu, remplacé par une lueur d'incertitude. La douce expression d'Inès s'était figée sur son visage. Lucas se tenait à mes côtés, son choc désormais remplacé par une compréhension naissante et de la fierté. J'ai brandi le document pour que tout le monde le voie. Ceci, ai-je annoncé, ma voix résonnant avec une finalité inébranlable, est un contrat de location. J'ai fait une pause, laissant les mots pénétrer les esprits. Puis j'ai baissé le papier et regardé directement ma sœur. Et ceci est un rapport de solvabilité. Mes yeux se sont ensuite déplacés vers ma mère, dont le visage se vidait rapidement de ses couleurs. Et je suis sur le point de lire quelque chose qui, je pense, clarifiera les conditions de vie de chacun à partir de maintenant. Le silence dans la pièce était épais et lourd, comme l'air avant un orage. La joyeuse atmosphère de la fête s'était évaporée, remplacée par une curiosité tendue et palpable. Mes proches fixaient, leur visage un mélange de confusion et d'intrigue. Le sourire confiant de ma mère s'était dissous en une ligne pincée d'incrédulité, tandis que le doux sourire d'Inès commençait à paraître forcé, presque fragile. Un contrat de location ? A finalement balbutié ma mère, sa voix un murmure rauque. Claire, qu'est-ce que cela signifie ? C'est une fête, pas une réunion d'affaires. C'est devenu une réunion d'affaires au moment où tu as essayé d'attribuer publiquement un locataire à ma propriété, maman, ai-je répondu calmement, mes yeux ne quittant pas les siens. J'ai ensuite reporté mon attention sur le document dans ma main. Comme je le disais, Lucas et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir, et avec une maison de cette taille, il est important que tout soit en ordre, légalement parlant. J'ai commencé à lire depuis la première page, ma voix ferme et claire. Ce document est un bail de location standard au mois pour la propriété située au 124 allée des Saules. Il définit les conditions de la location, comprenant un loyer mensuel de 2300 €, un dépôt de garantie d'un mois de loyer, et une clause stipulant que tout invité à long terme, défini comme toute personne séjournant plus de 7 jours consécutifs, doit être approuvé par les propriétaires et se soumettre à une vérification standard des antécédents et de la solvabilité. Une vague de murmures a parcouru la pièce. Un loyer de 2300 € était élevé pour notre région, mais c'était le prix du marché pour un espace de la taille de la suite d'amis que ma mère avait mentalement attribué à Inès. C'était un prix que je savais que ma sœur ne pourrait absolument pas se permettre. Le visage d'Inès a pâli. « Claire, c'est de la folie », a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. « Tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes la famille. » « Je suis très sérieuse, » ai-je dit, en soutenant son regard. « Famille ou pas, c'est ma maison et celle de Lucas et notre atout financier le plus important. Nous ne pouvons pas simplement avoir des gens qui vivent ici gratuitement. Ce ne serait pas financièrement responsable. » J'ai utilisé leur propre logique, le langage froid et pratique de la nécessité qu'elles avaient essayé d'utiliser sur moi, et je l'ai retourné contre elles. J'ai ensuite levé la deuxième feuille de papier. Ce qui m'amène à ceci, ai-je annoncé. Dans le cadre de nos vérifications préalables, Lucas a effectué une vérification préliminaire de la solvabilité d'Inès. Ce n'était pas tout à fait vrai. L'histoire de la façon dont j'ai obtenu ces informations était beaucoup plus complexe, mais c'était la version simplifiée pour l'exécution publique. Nous voulions juste nous assurer qu'elle serait une locataire fiable si jamais elle posait officiellement sa candidature. Ma mère a fait un pas en avant. Tu as fait une vérification de solvabilité sur ta propre sœur ? Comment as-tu pu, Claire ? C'est une violation de sa vie privée. Vraiment ? Ai-je contré,
en haussant un sourcil. Est-ce plus une violation que le fait que tu annonces sa location à une pièce pleine de monde sans mon consentement? Je crois que mes actions étaient une réponse prudente à une situation qui m'a été imposée. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. J'ai baissé les yeux vers le papier. Le rapport est instructif. Il semble qu'Inès ait plus de 27 600 € de dette de carte de crédit, un historique de retard de paiement sur son prêt automobile, et une cote de crédit qui, franchement, ne la qualifierait même pas pour louer un garde-meuble, sans parler d'une chambre dans cette maison. Un halètement collectif a traversé ma famille. Inès avait l'air comme si je l'avais frappée physiquement. Toute sa vie, elle s'était forgé une image d'âme artistique insouciante, au-dessus des préoccupations matérielles comme les dettes et les côtes de crédit. Je venais de briser cette image devant tous ceux qu'elle connaissait. C'était le moment de la découverte pour eux, mais ma propre découverte avait eu lieu des semaines plus tôt. Pas dans un geste dramatique, mais dans un moment de réalisation calme et déchirant. Cela a commencé par un soupçon tenace, le sentiment que le fait que ma sœur parle soudainement de fonder une famille était trop opportun. Tout avait commencé environ 2 mois avant la fête. J'avais appelé Inès pour lui demander une recommandation de paysagiste, et elle s'était montrée curieusement secrète sur la personne avec qui elle était. J'avais entendu en arrière-plan la voix d'un homme que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai demandé, elle a été évasive. « Oh, c'est juste un ami », a-t-elle dit rapidement avant de changer de sujet. Une semaine plus tard, Lucas et moi étions dans un magasin local d'articles pour la maison pour choisir des luminaires. Dans l'allée d'à côté, j'ai entendu la voix de ce même homme. Il était au téléphone, parlant d'un ton bas et frustré. « Écoute, Inès, il faut que tu me donnes plus de temps, disait-il. Ta mère me met toute cette pression, elle parle de bagues et de chambre d'enfant. Ça fait seulement 3 mois qu'on sort ensemble. Mon sang n'a fait qu'un tour. » J'ai jeté un coup d'œil contournant l'étagère. C'était le nouveau petit ami d'Inès, un homme nommé Marc. Il avait l'air stressé et dépassé. Il a continué, elle n'arrête pas de parler de l'immense nouvelle maison de son autre fille et de la façon dont nous pourrons simplement y vivre gratuitement. C'est trop vite. J'ai éloigné Lucas avant que Marc ne puisse nous voir, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement ma mère. C'était un plan coordonné. Elle faisait pression sur ce pauvre homme, utilisant ma maison comme appât pour l'enfermer dans un avenir avec Inès. Le discours sur le fait de fonder une famille n'était pas un rêve. C'était une stratégie. Ce fut le premier chuchotement dans les murs. Le premier signe que ce n'était pas seulement le sentiment d'avoir tous les droits, mais une conspiration en bonne et due forme. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Lucas et je lui ai raconté ce que j'avais entendu. La blessure dans ses yeux s'est rapidement transformée en une colère protectrice. Il a convenu que quelque chose n'allait pas du tout. Mon voyage au fond du terrier de lapin ne faisait que commencer, et les chuchotements étaient sur le point de se transformer en rugissements. J'ai su alors que je ne pouvais pas simplement dire non. Je devais construire une forteresse, et cette forteresse devait être faite de faits indéniables, froids et durs. Le contrat de location et le rapport de solvabilité n'étaient que les premières briques de ce mur. De retour à la fête, la pièce bourdonnait de conversations à voix basse. Mes proches ne me regardaient plus comme la fille égoïste, mais regardaient ma mère et ma sœur avec des yeux nouveaux, pleins de questions. Le récit avait été inversé. Je ne refusais pas un toit à ma sœur nécessiteuse, je protégeais mon investissement d'une personne financièrement irresponsable qui avait été prise en flagrant délit de mensonge. J'ai plié les papiers délibérément et je les ai replacés dans mon sac. Donc, comme vous pouvez le voir, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant, mais non moins ferme, il ne serait tout simplement pas possible qu'Inès vive ici sous aucune circonstance. Mais nous lui souhaitons la meilleure des chances pour trouver un endroit qu'elle pourra se payer. Je me suis ensuite tourné vers le reste de nos invités, redevenu une hôtesse gracieuse. Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde, profitez de la fête. Il y a encore beaucoup de champagne, et le gâteau sera coupé dans environ 30 minutes. C'était un renvoi, un signal clair que la partie publique de cette confrontation était terminée. Ma mère et ma sœur se tenaient figées au milieu de la pièce, exposées et humiliées. Les applaudissements auxquels elles s'attendaient s'étaient transformés en murmures et en regards de pitié. Elles n'avaient pas seulement essuyé un refus, elles avaient été démantelées. La suite de mon annonce à la fête fut un étrange moment suspendu dans le temps. Certains invités, principalement nos amis, ont essayé de reprendre leur conversation,
mais l'énergie dans la pièce était irrémédiablement brisée. Ma mère et ma sœur sont restées là un long moment, leur visage un mélange orageux de rage et de honte, avant que ma mère n'attrape le bras d'Inès et ne sorte en trombe par la porte d'entrée sans un mot de plus. La sortie dramatique a été suivie d'un filet de proches qui ont offert des félicitations maladroites et précipitées pour les fiançailles avant de s'enfuir, manifestement mal à l'aise avec l'implosion familiale à laquelle ils venaient d'assister. Une fois la maison vide, à l'exception de Lucas, Marion et moi, j'ai finalement relâché un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des mois. Marion est venue vers moi et m'a serré très fort dans ses bras. C'était la chose la plus terrifiante et la plus incroyable que j'ai jamais vue, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Est-ce que ça va? Maintenant, oui, ai-je dit. Et j'ai été surprise de découvrir que je le pensais vraiment. Le poids de leurs attentes, la manipulation psychologique constante et le chantage émotionnel avaient été levés. Lucas est arrivé derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. Je suis tellement fier de toi, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Tu as été brillante. Nous avons été brillants, les jeux corrigés, me tournant pour l'embrasser. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis avec Marion dans le calme de notre salon, j'ai raconté toute l'histoire de mon enquête, le processus méticuleux pour découvrir le plan de leur mensonge. Cela avait commencé en entendant le petit ami d'Inès, Marc, dans le magasin. Cet incident avait été le catalyseur, transformant mon vague malaise en une mission concentrée sur la recherche de la vérité. Ma première étape a été d'en apprendre davantage sur Marc. J'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fier, mais que j'estimais nécessaire, je l'ai cherché en ligne. Il était facile à trouver. Son profil sur les réseaux sociaux dépeignait l'image d'un gars parfaitement normal, un professeur d'histoire au lycée, proche de sa famille, aimant la randonnée. Il n'y avait rien qui suggérait qu'il participait volontairement aux manigances de ma famille. En fait, ses publications parlaient toutes de prendre son temps dans la vie. Cela ne collait pas. Ma deuxième étape a été de parler à ma tante Céline, la sœur cadette de ma mère. Elle était la commère de la famille, mais elle avait un faible pour moi et avait toujours été plus raisonnable que ma mère. Je l'ai invitée à prendre un café sous prétexte de lui demander des conseils pour l'organisation de mon mariage. J'ai commencé par mentionner avec désinvolture à quel point j'étais heureuse pour Inès et sa nouvelle relation sérieuse. Tante Céline a froncé les sourcils. Sérieuse, ma chérie? Ta mère pousse pratiquement ce pauvre garçon vers l'autel. Elle l'a rencontré une fois et a commencé à lui envoyer des liens pour des berceaux de bébés. Il a dit à ton cousin Thomas qu'il se sentait complètement dépassé. Bingo. La confirmation que la pression était réelle et venait directement de ma mère. Maman est juste excitée, je suppose, ai-je dit, feignant l'innocence. C'est plus que de l'excitation, Claire, a dit Céline en baissant la voix. Ta mère. Elle a toujours été jalouse de ta réussite. Pas de façon méchante. Elle est fière de toi, mais elle voit aussi tout ce que tu as comme quelque chose auquel Inès a droit. Elle pense que tu as eu l'intelligence et la volonté, alors Inès devrait en tirer les bénéfices. Elle appelle ça rééquilibrer la balance. L'expression rééquilibrer la balance m'a donné des frissons dans le dos. L'œuvre de ma vie n'était pas un accomplissement à leurs yeux. C'était une ressource à piller pour rendre la vie de ma sœur plus facile. C'était une forme tordue et toxique d'équité familiale. Armé de cette nouvelle compréhension, j'ai su que j'avais besoin de preuves concrètes de la situation financière d'Inès. Le rapport de solvabilité que j'avais mentionné à la fête n'avait pas été obtenu par l'intermédiaire de Lucas, je savais que ce serait illégal. La vérité était beaucoup plus simple, et elle provenait d'une source inattendue. 2 semaines avant la fête, j'ai reçu un appel d'une société de cartes de crédit. Ils essayaient de joindre Inès au sujet d'un compte gravement en souffrance, et ils m'appelaient car j'étais listé comme référence sur sa demande initiale faite il y a des années. Je leur ai dit que je n'étais pas en contact régulier avec elle, mais l'agent, essayant probablement de faire pression, a laissé échapper que le solde impayé s'élevait à plus de 13 800 € sur cette seule carte. Après cet appel, j'ai creusé un peu plus. Je me suis souvenu qu'Inès avait mentionné une méthode de financement créative pour sa voiture il y a 1 an. Un rapide appel anonyme à un ami qui travaillait dans le financement automobile m'a confirmé que le type de prêt à taux d'intérêt élevé qu'elle avait décrit était généralement réservé aux personnes ayant un très mauvais crédit. Les pièces se mettaient en place. Inès n'était pas seulement dans une mauvaise passe, elle était dans un trou financier profond, et ma maison était son échelle de secours.
La dernière pièce du puzzle est venue d'Inès elle-même, bien qu'elle ne le sût pas. Elle avait un vieil ordinateur portable qu'elle avait laissé dans mon appartement il y a des mois après qu'il soit tombé en panne. Elle m'avait dit de le jeter à la poubelle. Je ne l'ai jamais fait. Par pressentiment, je l'ai apporté à un atelier de réparation. Le technicien a réussi à récupérer le disque dur. Je ne cherchais rien de précis, mais j'ai trouvé un dossier intitulé Tableau de vision. À l'intérieur se trouvaient non seulement des photos de ma maison, mais aussi des captures d'écran de conversation par SMS entre elle et ma mère. Les SMS étaient accablants. Ils exposaient l'intégralité du plan dans des détails horrifiants. « Maman, tu lui as encore parlé de la chambre de bébé ? Nous devons continuer à planter l'idée que la maison est pour la famille. » Inès, j'ai essayé. Elle n'arrête pas de parler de son stupide bureau. Elle est tellement égoïste. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. La fête est le moment idéal. Une fois que je l'annoncerai devant tout le monde, elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Elle sera trop gênée pour dire non. Une autre conversation portait sur Marc. Inès, Marc a des doutes. Il a dit que nous allions trop vite. Maman, rappelle-lui juste qu'il n'aura pas à s'inquiéter d'une hypothèque ou d'un loyer. Il pourra économiser tout son salaire de professeur. Quel homme dirait non à ça ? Il a juste besoin d'être géré. Lire ces messages m'a fait l'effet d'une trahison au niveau cellulaire. Ce n'était pas seulement un sentiment d'avoir tous les droits. C'était un complot froid, calculé et malveillant. Elles avaient élaboré des stratégies sur la façon de me manipuler, sur la façon de faire pression sur le petit ami d'Inès, et sur la façon d'utiliser l'opinion publique comme une arme contre moi. Elles avaient discuté de mon égoïsme tout en prévoyant de voler mon avenir. J'ai tout montré à Lucas. Il a lu les SMS, son visage s'assombrissant à chaque mot. Quand il a eu terminé, il m'a regardé, les yeux flamboyants. « D'accord, a-t-il dit. Elles veulent jouer à des jeux. Jouons. » C'est alors que ma tristesse et ma blessure se sont durcies pour devenir autre chose, un besoin de justice froid et méthodique. La maison qu'elle voyait comme une ressource à exploiter était ma création. J'étais architecte. Je savais comment construire, mais je savais aussi que parfois, la première étape pour construire quelque chose de solide est de démolir ce qui est pourri. Ma mère et ma sœur avaient posé des fondations défectueuses faites de mensonges et de manipulations. Il était temps de tout abattre. Avec l'ampleur totale de leur tromperie mise à nu, Lucas et moi sommes passés de la défense à l'attaque. Les 2 semaines précédant la fête de fiançailles n'ont pas été remplies de dégustations de gâteaux et de plans de table, mais de séances de planification stratégique à la table de notre cuisine. La douleur de la trahison était encore à vif, mais elle alimentait une clarté puissante. Nous n'essayions plus simplement de dire non. Nous nous préparions à imposer une conséquence si catégorique qu'elle n'essaierait plus jamais de franchir nos limites. Nous dessinions les plans de notre contre-attaque. Notre première décision a été de laisser la fête avoir lieu. L'annuler aurait été la solution de facilité, mais cela leur aurait permis de contrôler le récit. Elle m'aurait dépeinte comme instable et émotive, affirmant que j'avais réagi de façon excessive à un simple malentendu. Non, le piège m'avait été tendu, mais c'était moi qui allais le refermer. La scène publique qu'elles avaient choisie pour mon humiliation deviendrait le théâtre de leur chute. Lucas, avec son esprit analytique, a décomposé nos objectifs. Exposer le mensonge. Nous devions démanteler publiquement leur récit de la sœur nécessiteuse et de la maison familiale. Établir une limite permanente. Nous devions faire comprendre que ma maison était hors limite, maintenant et pour toujours, d'une manière qu'elle ne pourrait pas contester. Prendre le contrôle. Nous devions reprendre le pouvoir qu'elles avaient essayé de m'enlever, en démontrant que je n'étais pas une victime passive destinée à être manipulée. L'idée du contrat de location est venue de Lucas. Elle traite cela comme une transaction, avait-il dit un soir, en faisant défiler des modèles de documents légaux sur son ordinateur portable. Elles considèrent ta maison comme un bien qui leur est dû. Alors, traitons-les comme ce qu'elles sont, de futurs locataires. Et les locataires doivent se qualifier. C'était brillant. Cela recadrait toute la situation, passant d'un conflit familial émotionnel à une simple affaire commerciale impersonnelle. Cela prenait leur arme, le concept d'obligation familiale, et le rendait inutile contre le bouclier de la prudence légale et financière. Nous avons rédigé le bail ensemble.
Nous avons fixé le loyer à un prix du marché équitable mais indéniablement élevé. Nous avons inclus des clauses standards concernant les vérifications de solvabilité, les politiques relatives aux invités et les motifs d'expulsion. Chaque mot a été choisi pour être une brique dans notre mur. C'était un document de défense se faisant passer pour une simple paperasse. Ensuite est venu le rapport de solvabilité. J'ai parlé à Lucas de l'appel téléphonique de l'agence de recouvrement et de mes autres découvertes. Bien que je ne puisse pas légalement effectuer une vérification de solvabilité sur Inès, je pouvais présenter les informations que j'avais recueillies comme si elles faisaient partie d'un rapport officiel. J'ai compilé les faits, la carte de crédit en souffrance, le prêt automobile à taux d'intérêt élevé, ses revenus instables. J'ai tout mis sur une seule feuille formatée pour paraître officiel. C'était un accessoire, mais un accessoire soutenu par de solides vérités. Pendant que Lucas s'occupait de la paperasse, je me suis concentré sur le côté émotionnel et logistique de notre plan. J'ai rappelé ma tante Céline. Tante Céline, ai-je dit, j'ai une étrange faveur à te demander. J'ai besoin que tu t'assures que maman et Inès se tiennent au milieu de la pièce quand maman portera son toast à la fête. Elle est restée silencieuse un instant. Claire, qu'est-ce que tu prépares? J'ai l'intention de dire la vérité, ai-je dit simplement. Mais j'ai besoin d'elle pile là où tout le monde pourra les voir. J'ai besoin qu'elles aient la lumière des projecteurs qu'elles désirent tant. Je ne lui ai pas donné les détails, mais elle a compris mon ton. Elle savait que je n'allais pas simplement me laisser faire. Je verrai ce que je peux faire, a-t-elle promis. Je me suis également confié entièrement à Marion. Elle a été horrifiée par les SMS, mais son choc s'est rapidement transformé en une juste colère en mon nom. Bien, a-t-elle dit, les yeux flamboyants. Ne les laisse pas s'en tirer comme ça. Une architecte protège l'intégrité de sa structure. Ta vie est ta structure, Claire. Protège-la. Elle a promis de faire diversion lors de la fête, de gérer les invités qui se sentiraient trop dépassés, et d'être notre témoin clé et notre système de soutien. La partie la plus difficile du plan a été de me préparer pour la confrontation. J'ai passé des heures à répéter ce que j'allais dire. Je l'ai écrit, mémorisé, et récité devant le miroir. Je me suis entraîné à garder ma voix stable, mes mains sans tremblement. Je devais livrer mes répliques sans colère, sans larmes. Cela devait être froid, factuel et définitif. Cela devait être une démolition, pas un effondrement. Lucas m'a coaché, me rappelant de respirer, de me tenir droite, de les regarder directement dans les yeux. La veille de la fête, Lucas a trouvé le numéro de téléphone de Marc par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Il l'a appelé. Il s'est présenté et a dit, « Marc, je ne suis pas sûr de ce qu'Inès et sa mère t'ont raconté, mais je dois clarifier une chose. Tu ne vas sous aucun prétexte emménager dans notre maison. Il y a eu un grave malentendu, et je te suggère d'avoir une conversation très directe avec Inès concernant votre avenir. » Nous avons appris plus tard que Marc avait rompu avec Inès le soir même, lui disant qu'il refusait d'être un pion dans les jeux toxiques de sa famille. C'était une conséquence imprévue mais bienvenue. La future famille que ma mère était si pressée de loger venait d'être dissoute. Le matin de la fête, alors que nous arrangions les fleurs et placions les verres, la maison était calme et paisible. J'ai posé mon sac à main sur la chaise où je serais assise, les documents pliés et glissés en toute sécurité à l'intérieur. C'était comme une arme cachée. Lucas est venu se tenir à mes côtés, regardant autour de la pièce baignée de soleil. « Es-tu prête pour ça ?» a-t-il demandé doucement. J'ai pris une grande inspiration, l'odeur de la peinture fraîche et des nouveaux départs emplissant mes poumons. Elles sont venues dans ma maison et ont essayé de la revendiquer, ai-je dit, la voix emplie d'une détermination dont j'ignorais être capable. Elles ont essayé de réécrire mon plan. Aujourd'hui, nous restaurons la conception originale. Il a souri, serrant ma main. La conception originale est parfaite. Notre plan était complet. Le décor était planté. Les accessoires étaient en place, et les acteurs connaissaient leur texte. Nous n'appréhendions plus la confrontation. Nous y étions prêts. C'était la version finale de notre nouvelle vie, une vie où les portes seraient ouvertes à ceux qui nous respectaient et fermement closes à ceux qui cherchaient à se servir de nous. La fête allait commencer, et la performance d'une vie était sur le point de se dérouler. Les instants qui ont suivi la fin de mon discours ressemblèrent à un vide. Les invités de la fête, mes proches, étaient figés dans un silence collectif stupéfait, leurs esprits bataillant pour assimiler le tourbillon d'émotions.
Ils étaient passés de la célébration de fiançailles à la célébration d'un acte familial prétendument désintéressé, pour enfin assister à une exécution clinique et brutale. Ma mère, Sylvie, fut la première à se remettre. La couleur qui avait déserté son visage est revenue en une vague de fureur écarlate. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé, la voix basse et venimeuse. Elle a fait un pas vers moi, le doigt pointé de manière accusatrice. « Comment oses-tu déballer nos affaires de famille privées devant tous ces gens? Comment oses-tu humilier ta propre sœur comme ça? » Je ne l'ai pas humiliée, maman, ai-je répondu, la voix toujours d'un calme troublant. Ce sont ses propres choix qui l'ont fait. J'ai juste lu les résultats. Et quant aux affaires de famille privée, c'est toi qui as choisi ce public. Tu t'es tenu au milieu de ma maison et as essayé de la donner. Tu as rendu la chose publique. Je ne fais que terminer la conversation que tu as commencée. Il ne s'agit pas d'argent ni de code de crédit. A-t-elle rétorqué, la voix montant. Il s'agit de famille. Il s'agit de loyauté. Inès est ta sœur. Elle avait besoin de ton aide, et tu as préparé un procès à la place. Ce n'est pas un procès. C'est un contrat de location, est intervenu Lucas, s'avançant légèrement pour se tenir à mes côtés. Sa présence était un mur silencieux et inébranlable. Et la loyauté va dans les deux sens, Sylvie. Ce que vous et Inès avez planifié n'était pas une demande d'aide. C'était une prise de contrôle hostile de la propriété de ma fiancée. C'était trompeur. Inès, qui s'était tenue figée comme une statue, a finalement craqué. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de blessure. C'étaient des larmes de pure rage. « Tu as tout gâché !» m'a-t-elle hurlé, la douce façade complètement disparue, révélant le hideux sentiment avide que tout lui et du qui se cachait en dessous. J'avais un plan. Nous avions un plan. Marc et moi allions nous fiancer. Nous allions avoir un bébé. Nous allions être heureux ici. Tu veux dire que tu allais être heureuse ici, l'ai-je corrigé. Marc ne fait plus partie de ton plan. Il a rompu avec toi la nuit dernière. Le visage d'Inès s'est vidé de son sang à nouveau. C'était clairement une nouvelle pour elle. Elle a regardé de moi à ma mère avec panique. Quoi? Non, il ne ferait pas ça. Il l'a fait, ai-je dit d'un ton neutre. Lucas l'a appelé. Nous pensions qu'il était seulement juste de lui faire savoir que la maison gratuite que tu lui avais promise n'avait jamais été d'actualité. Il s'avère qu'il n'était pas intéressé à être géré vers une vie dont il ne voulait pas. Il n'a pas apprécié d'être utilisé comme un accessoire dans ta combine pour obtenir un logement gratuit. Ce fut le coup de grâce pour Inès. Son visage s'est froissé, et un sanglot rauque et guttural s'est échappé de ses lèvres. C'était là la véritable source de sa douleur, non pas ma cruauté, mais l'effondrement de son avenir frauduleux et méticuleusement construit. Elle avait perdu la maison, et l'homme, d'un seul coup. Ma mère, voyant sa fille préférée s'effondrer, a retourné sa fureur contre moi, les yeux flamboyants du poids de toute une vie d'injustice perçue. « Regarde ce que tu as fait », a-t-elle crié. « Tu as toujours été comme ça. Tellement égoïste. Tu obtiens tout ce que tu veux, la carrière, l'homme, la maison, et tu ne supportes pas de voir ta sœur en avoir une petite part. Je t'ai élevé pour que tu sois meilleur que ça. » Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu ne m'as pas élevé pour que je sois meilleur, maman. Tu m'as élevé pour que je sois une ressource pour Inès. Tu appelles cela rééquilibrer la balance. Tu penses que parce que ma vie a bien tourné, je lui en dois une part. Mais tu as tort. Ma réussite n'est pas une tarte commune que tu peux découper et distribuer comme bon te semble. J'ai mérité cela. J'ai travaillé pour cela. Lucas et moi nous sommes sacrifiés pour cela. Et qu'est-ce que toi et Inès avez fait? Vous avez manigancé. Vous avez menti. Vous avez essayé de me manipuler et de me faire du chantage émotionnel. J'ai finalement sorti mon téléphone, où j'avais sauvegardé les captures d'écran des SMS. Tu veux parler des affaires de famille en public? Parlons-en. J'ai levé le téléphone. Voici un SMS de ta part, maman, disant à Inès de continuer à planter l'idée que ma maison est pour la famille. Et en voici un où tu conspires pour me tendre une embuscade à ma propre fête parce que tu savais que je serais trop gêné pour dire non. Est-ce là ce que fait une mère aimante?
Une vague de halètements choqués a traversé les quelques proches restants qui étaient agglutinés près de la porte, trop fascinés par le désastre pour partir. Ma tante Céline a regardé sa sœur, avec une expression de profonde déception. Ma mère était sans voix. Elle a regardé le téléphone, puis mon visage, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Elle avait été totalement exposée. Il ne restait plus aucun argument, aucun appel émotionnel qu'elle pouvait faire. Les faits étaient mis à nu, et ils étaient hideux. « Ce n'est pas ta maison, ai-je dit, ma voix tombant sur un ton grave et définitif. C'est ma maison et celle de Lucas. Inès ne vivra jamais ici. Et franchement, après aujourd'hui, je ne suis pas sûr du moment où l'une ou l'autre de vous sera de nouveau la bienvenue ici un jour. » J'ai regardé la silhouette sanglotante de ma sœur puis le visage stupéfait de ma mère. « Vous vouliez une part de ma maison? Félicitations. Vous venez d'être expulsé de ma vie de façon permanente. Maintenant, s'il vous plaît, sortez. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, absolus et irrévocables. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis ma mère, avec un dernier regard fulminant de pure haine, a attrapé le bras d'Inès et l'a pratiquement traîné hors de la maison. La porte d'entrée s'est refermée violemment derrière elle, le son résonnant dans le silence caverneux de la pièce. La démolition était achevée. La structure pourrie de mensonges, d'exigences illégitimes et de manipulations avait été abattue. L'air était clair. Debout au milieu des décombres, je ne me suis pas sentie triomphante ou joyeuse. J'ai ressenti une tristesse profonde et douloureuse pour la famille que j'aurais souhaité avoir, mais aussi un sentiment de soulagement silencieux et puissant. Les fondations étaient enfin propres. Maintenant, Lucas et moi pouvions commencer à construire pour de vrai. Les mois qui ont suivi la fête ont été une étude sur le silence. Il n'y a eu aucun appel téléphonique colérique, aucune excuse en larmes, aucune tentative de réconciliation de la part de ma mère ou de ma sœur. C'était comme si, en exposant leur manigance, j'avais cessé d'exister pour elles. Le silence était blessant au début, un rappel constant du gouffre qui s'était creusé dans notre famille. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, le silence a commencé à ressembler moins à une absence et plus à la paix. Ma tante Céline m'a appelé une semaine après la fête. « Je suis tellement désolée, Claire, » avait-elle dit, la voix lourde de regret. Je n'avais aucune idée à quel point c'était grave. « Ta mère. Elle raconte à tout le monde que tu es un monstre, que tu as jeté ta pauvre sœur démunie à la rue. » Mais ceux qui étaient là, qui ont vu l'expression sur son visage quand tu as mentionné les SMS, ils connaissent la vérité. La famille était divisée, comme je m'y étais attendu. Certains ont choisi de croire le récit déformé de ma mère, mais beaucoup d'autres m'ont contacté discrètement pour m'offrir leur soutien. Ils avaient été témoins des tactiques manipulatrices de ma mère pendant des années, mais n'avaient jamais osé la défier. Ma prise de position lors de la fête leur avait, d'une certaine manière, donné la permission de reconnaître la vérité. Lucas et moi nous sommes concentrés sur notre avenir. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard lors d'une petite cérémonie intime sur la terrasse arrière de notre belle nouvelle maison. Nous n'étions entourés que de nos amis les plus proches et des membres de la famille qui nous avaient soutenus. Marion était ma demoiselle d'honneur, et le frère de Lucas était son témoin. Ce fut une journée parfaite, remplie d'un amour véritable et d'une joie sans complications. Il n'y avait pas de programme caché, pas de toast manipulateur, juste la célébration d'un partenariat bâti sur la confiance et le respect mutuel. Nous avons appris par les rumeurs familiales ce qui était arrivé à Inès. Sans la perspective d'un logement gratuit et avec une réputation entachée parmi ceux qui connaissaient la vérité, sa vie a pris un tournant à la baisse. Elle n'a pas pu payer son appartement et a dû retourner vivre chez ma mère. La honte de son exposition publique et l'échec de son grand plan l'auraient apparemment plongée dans une profonde dépression. Elle et ma mère étaient maintenant piégées ensemble dans une petite maison, leur relation aigrie par le ressentiment et les conspirations ratées. C'était une prison de leur propre fabrication. J'ai ressenti un lointain pincement de pitié pour elle, mais il était éclipsé par le profond sentiment de paix dans ma propre vie. Vivre dans la maison était tout ce dont j'avais rêvé. J'ai installé mon studio, et la lumière du matin était tout aussi parfaite que je l'avais conçue. Lucas et moi avons planté un jardin dans l'arrière-cour. Nous avons organisé des soirées jeux avec nos amis, remplissant les pièces des rires et de la chaleur que j'avais toujours imaginé. La maison n'était plus un sujet de discorde. C'était un sanctuaire. C'était notre foyer, non corrompu par les mains avides de ceux qui croient que tout leur est dû.
Environ un an après le mariage, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de ma mère. C'était une lettre courte et guindée, pas tout à fait des excuses, mais une sorte de reconnaissance. Elle écrivait qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et qu'elle réalisait qu'elle avait fait des erreurs poussées par son amour féroce pour ses enfants. Elle disait que je lui manquais et espérait qu'un jour nous pourrions parler. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de trouver une note sincère de remords dans ses mots. Mais même dans ses prétendues excuses, elle centrait ses propres sentiments, son propre amour féroce, plutôt que la blessure qu'elle avait causée. Il n'y avait aucune mention des mensonges, de la manipulation ou de la conspiration. J'en ai discuté avec Lucas. « Que veux-tu faire » a-t-il demandé, me laissant entièrement la décision. J'y ai réfléchi pendant un long moment. J'ai pensé aux années passées à être traité comme une ressource, à la pression constante, à la trahison déchirante. Le pardon ressemblait à un rivage lointain vers lequel je n'étais pas prêt à nager. Mais je savais aussi que m'accrocher à la colère pour toujours ne ferait qu'empoisonner ma propre paix. J'ai décidé de répondre. Ma lettre fut tout aussi courte. J'ai écrit. Maman, merci pour ta lettre. Je reconnais que tu crois que tes actions venaient d'un sentiment d'amour. Cependant, les dommages causés par ces actions ont été considérables. Une véritable réconciliation exigerait que toi et Inès preniez l'entière responsabilité des mensonges et de la tentative délibérée de me manipuler. Cela exigerait de l'honnêteté et un engagement à changer. Tant que vous ne serez pas toutes les deux prêtes à cela, une relation entre nous n'est pas possible. Je vous souhaite le meilleur. J'ai scellé l'enveloppe et je l'ai déposée dans la boîte aux lettres. Et en m'éloignant, j'ai ressenti un ultime déclic de libération. J'avais posé mes conditions. J'avais reconstruit le mur de délimitation, cette fois avec un portail. Le portail était verrouillé, mais j'en tenais la clé. Qu'elle choisisse un jour de faire le travail nécessaire pour l'ouvrir dépendait d'elle. Mon bonheur ne dépendait plus de leur approbation ou de leur présence. Ma vie est pleine et belle maintenant. Lucas et moi parlons de fonder bientôt notre propre famille. Et je me surprends souvent à regarder mon bureau, en l'imaginant comme une chambre de bébé. Mais cette fois, la vision est la mienne. C'est un choix né de l'amour et du partenariat, pas une attente qui m'est imposée. J'ai construit ma maison avec des fondations solides. Et après la tempête, j'ai appris que les structures les plus importantes que nous construisons ne sont pas faites de bois et de pierre, mais de respect, d'honnêteté et du courage de les protéger à tout prix.